Pour ce nouvel entretien vidéo des éveilleurs, nous sommes heureux de recevoir Franck Ferrand, animateur de radio et de télévision, écrivain, auteur de plus d'une dizaine d'essais historiques et d'un 6e roman paru il y a quelques semaines seulement, L'année de Jeanne. Alors que vous êtes probablement aujourd'hui le raconteur d'histoire préféré des Français, qui n'a jamais écouté une émission de Franck Ferrand, je dis bien qui, vous unissez aussi depuis quelque temps votre voix à celle d'autres polémistes pour commenter et analyser l'actualité française, parfois de façon très décapante. Bref, pour cet entretien, ce n'est pas seulement l'homme de culture et de réflexion qui nous a fait l'honneur de répondre favorablement à notre invitation, c'est aussi et surtout un homme libre, dont la pensée s'inscrit à contre-courant des canons de l'époque. Cher Franck Ferrand, 2 premières questions indissociables pour mieux vous connaître. Comment devient-on le conteur incroyable que vous êtes et d'où vous vient cette passion pour l'histoire ? Le goût de raconter des histoires, je pense que ça ne s'apprend pas. C'est un goût, c'est une volonté, c'est presque un don. Ève Ruggieri, qui a fait ce métier de façon bien plus brillante que moi, raconte que lorsqu'elle était petite, dans la cour de récréation, elle éprouvait le besoin de séduire ses camarades et de les emmener avec elle dans un univers qui lui appartenait. J'ai ressenti la même chose. Et une institutrice avait même dit un jour à ma mère que lorsqu'elle voulait avoir un peu de calme dans la classe, elle me donnait la parole parce que les gens se taisaient. Donc ça, vous ne savez pas d'où ça vient. Vous avez cette capacité, et ça ne se travaille pas, ça ne s'apprend pas. Quand vous racontez quelque chose, on vous écoute. Bon, et moi j'ai repéré ça très tôt, évidemment. J'en ai beaucoup usé quand j'étais jeune. Et évidemment, la grande question ensuite, c'est de savoir en faire un métier. Ça ne se fait pas facilement, parce qu'évidemment, on ne vous attend pas. On ne vous attend jamais sur ce genre de créneau-là. Donc il faut arriver, peu à peu, à se faire reconnaître, accepter, et puis, c'est encore mieux, se faire engager. Moi, j'ai eu la chance que Europe 1 m'engage finalement assez vite et assez bien. Alors, comment est-ce qu'on devient un passionné d'histoire ? Ça, en revanche, je peux vous le dire. Ça, c'est le mérite d'une institutrice de l'enseignement public, car moi, je n'ai jamais été dans une école privée. Je suis issu d'un milieu relativement modeste, avec des parents qui n'auraient même pas pensé à m'inscrire dans une école privée. À l'époque, ça ne se faisait que dans une certaine bourgeoisie. Et donc, pour nous, on allait à l'école publique, et j'avais une institutrice qui, chaque semaine, faisait fermer les rideaux de la classe et projetait des images dans lesquelles elle nous projetait. Et elle nous racontait l'histoire avec un luxe de détails, avec une capacité d'incarnation telle que pour moi, c'était le bon moment de la semaine. Et je me disais, voilà, c'est ça que je veux faire, moi j'aime ça. Ce n'était pas l'histoire que j'aimais, c'était les histoires. Et ce qui est amusant, c'est qu'après avoir fait des études d'histoire, après avoir fait de la méthodologie à haute dose à l'école des hautes études quand même, donc être allé très loin dans la théorisation de l'histoire, finalement, ce à quoi je suis revenu, ce sont mes premières amours, c'est la façon de faire vivre les gens du passé et de ressusciter les événements qu'on pourrait croire morts, mais qui existent quelque part. Il suffit d'aller les chercher et de les évoquer. Voilà le grand mot, évoquer. Vous venez de me dire que vous aviez des origines modestes. Qu'avez-vous puisé dans votre enfance pour gravir les échelons un à un ? Quand je dis des origines modestes, disons que nous n'avions pas de relation, et mes parents n'avaient pas de fortune du tout. Je ne connaissais aucun des codes, vous savez. On me les a donnés, ces codes, petit à petit, puis j'ai essayé d'observer, de regarder comment on devait faire. Mais c'est vrai que je ne possédais rien de tout cela, moi. En revanche, je possédais 2 choses. Je vais essayer de le dire sans trop d'émotion, mais des parents d'une droiture, d'une pureté extraordinaire, qui n'avaient aucune concession pour toutes les choses viles de la vie, et qui m'ont donné, je crois, une vraie éducation, une éducation fondée sur le courage, la franchise, la vérité, toujours cette quête de vérité. Ma mère était passionnée par ça, par la vérité. Et cette vérité, en quelque sorte, cette aletheia, c'est ce vers quoi j'essaie toujours de me diriger. Certains ont dit assez récemment que j'avais un esprit voltairien. C'est me faire beaucoup d'honneur, mais ce que je partage peut-être avec le grand Voltaire, c'est cet amour d'une certaine vérité, ou en tout cas de ce que je crois être la vérité. Dans quoi est-ce qu'on puise, une ascension sociale, une forme de réussite ? Dans l'amour, tout simplement. Dans l'amour immense et inconditionnel dont j'ai été baigné. Je crois que mon frère peut en dire autant, avec à peu près le même genre de résultat.
Et peut-être aussi le travail. Alors du travail, beaucoup, pas de concessions, pas de... Évidemment, mes parents ne savaient même pas que les vacances existaient. Vous imaginez, je comptais l'autre jour que dans une année, on prenait beaucoup moins d'une semaine de vacances. Et encore, je compte là les grandes fêtes, vous voyez. Donc c'était le travail, c'est vrai, mais pas le travail conçu comme une peine ou comme une chose. C'est pas le tripalium des anciens. C'était le travail, au contraire, conçu comme une réalisation, comme une raison d'être. Et ce que j'aimais beaucoup à la maison, quand j'allais à l'atelier ou au magasin, je voyais mes parents avec quelques employés et tout le monde chantait, sifflait. C'est vraiment l'expression siffler en travaillant, comme chez les 7 nains, vous savez. Mais vraiment, on sifflait en travaillant et les gens avaient l'air très heureux d'être là. On ne regardait pas la montre pour savoir à quelle heure il fallait débaucher. C'est là qu'on se rend compte qu'en l'espace de quelques décennies, en moins d'un demi-siècle, les choses ont singulièrement basculé. Oui, c'est vrai que le travail est quand même devenu une peine aujourd'hui. Mais oui, aujourd'hui on cherche comment partir plus longtemps en week-end, mais je fais partie, je m'inclus dans le lot. D'ailleurs, je ne suis pas forcément mieux que les autres sur ce plan. On se dit, tiens, je vais essayer de rallonger un week-end, je vais récupérer quelques heures, je vais me faire une semaine tranquille. Il y a même pas mal de mes amis qui prennent des années sabbatiques. Mais je vous assure qu'à la génération de mes parents, et davantage encore à celle de mes grands-parents, cette notion-là n'aurait même pas existé. Je pense même que ça aurait pu être conçu d'une certaine manière comme une indignité. Mais vous viviez à la campagne ou alors non, en ville, en centre-ville, à Poitiers. Oui, donc, mes parents avaient un magasin de boucherie à Poitiers, dans une petite rue de Poitiers, pas tout à fait dans le centre-ville, mais pas non plus dans la banlieue, dans ce qu'on appelait d'ailleurs les faubourgs au sens propre du mot. Donc c'est pas forcément le quotidien dans les villes qui rend la vie plus difficile, le travail plus dur et qui donc effectivement pousse les gens à rechercher des temps de repos, de loisirs plus qu'avant. Je crois qu'en fait, qu'est-ce qui a changé finalement ? On a beaucoup dévalorisé le travail. Je ne peux que renvoyer tout le monde à ce merveilleux texte de Péguy que vous connaissez sur le barreau de chaise, vous savez, cet extraordinaire engouement qu'avaient les anciens pour le travail bien fait. C'était un grand peintre, je suis amateur de peinture moi, et c'était Nicolas Poussin qui disait « Ce qui vaut la peine d'être fait, vaut forcément la peine d'être bien fait ». Cette dignité-là, ce goût et ce plaisir d'accomplir quelque chose, de faire pour le mieux, d'insérer son œuvre dans l'œuvre commune, c'est une chose que malheureusement, je crains, nous avons perdue. Nous l'avons peut-être aussi perdue, pas seulement par la paresse des ouvriers, nous l'avons aussi perdue par la cupidité des patrons, il faut le dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens se rendent compte qu'on se moque d'eux, que l'on capte l'essentiel de leur valeur ajoutée, qu'on les considère comme des numéros, qu'on ne les regarde plus comme des collaborateurs, mais comme des employés au sens quasiment anonyme du terme, et bien au bout d'un moment, ils se lassent aussi, vous savez. Quand vous comprenez que vous travaillez pour le roi de Prusse, eh bien, vous avez moins envie d'en faire que lorsque vous œuvrez en commun à une belle œuvre, la belle ouvrage. Vous savez ce qu'on appelait la belle ouvrage. J'avais lu il y a quelque temps que l'écart moyen de salaire entre l'ouvrier moyen et le patron moyen était passé de 12 à 15 à la belle époque, donc on va dire dans les années 1900. En un siècle, on était passé de 500 à 700, vous imaginez ? Cette inégalité-là, elle n'a pu que décourager les gens à travailler aussi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de paresse et de ce que ma grand-mère appelait de la fainéantise, c'est vrai, mais il y a aussi, chez ceux qui gouvernent, qui dirigent ou qui administrent les entreprises, une forme de désinvolture qui n'a pas aidé le travail. Peu importe les raisons, une chose est sûre, cette valeur centrale qui a fait non seulement notre société, mais d'une certaine manière notre civilisation occidentale, cette valeur du travail, elle est en chute libre. Vous n'avez pas grandi au milieu des livres, mais vous êtes devenu un grand amoureux de littérature et vous nous disiez tout à l'heure, finalement, je suis presque un pur produit de l'école de la République. Alors, Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'école de la République offre encore cette chance ? Je crois que non. Je crois que non pour 1000 raisons, mais il y a eu là encore une forme de démotivation. Et là encore, ça n'est pas lié uniquement aux professeurs. Il y a beaucoup de profs qui ne font pas leur boulot très bien, c'est certain. Il y en a aussi, et il faut le dire, et il faut le souligner, il y en a aussi pas mal qui le font le mieux possible, qui font ça quasiment comme un sacerdoce, il faut le dire. Et puis, disons-le, il y a eu ces pédagogistes qui sont arrivés depuis très longtemps maintenant, depuis le milieu des années 60,
Vous savez, c'est Bourdieu. C'est lui qui est un petit peu à l'origine du mal, si je puis dire. On s'est dit que l'enseignement classique tel qu'il était conçu était un instrument de reproduction de l'élite. Et que, en apprenant par cœur, en organisant des concours et des examens, finalement, on écrémait la société et on permettait à ceux qui possédaient déjà et qui étaient déjà dans les postes clés de maintenir leur position. Je crois qu'on a fait une erreur et qu'en voulant niveler, en voulant aller vers plus d'égalité, on est allé en vérité vers plus d'inégalité. Je vous donne un exemple tout simple dans ma biographie, puisque vous me posez la question, ça n'a pas l'air très modeste, mais après tout, je ne fais que répondre à votre question. Quand j'ai eu terminé mon parcours scolaire classique, j'ai eu mon bac, bon voilà, pas très bien, d'ailleurs j'ai eu un bac avec une mention moyen, parce que j'étais très mauvais en maths et que j'avais eu la mauvaise idée de faire des études scientifiques, donc j'étais en terminale C, avec un coefficient 9 en maths. Quand vous avez une très mauvaise note, ça se paye. Bon, peu importe. Je vais faire le concours de Sciences Po Paris. Et à l'époque, il y avait un concours. Alors, on passait une épreuve de géographie, une épreuve d'histoire, une épreuve de culture générale et une épreuve de langue. Et c'était des copies anonymes. Tout le monde était logé à la même enseigne. On notait les copies et en fonction du classement, vous étiez reçu ou pas reçu. Anonyme la copie. Absolument anonyme, bien entendu. Et j'ai été reçu à ce concours. Et moi, le fils de petits artisans d'un faubourg de Poitiers, je me suis retrouvé effectivement au milieu des enfants d'ambassadeurs et de conseillers d'État, mais simplement parce que j'avais de bonnes copies. Eh bien aujourd'hui, ce ne serait plus possible. Et pourquoi ? Parce que M. Richard Descoings, pour ne pas le nommer, paix à son âme, a décidé de supprimer tout ce qu'il y avait d'égalitaire finalement dans le concours. On a supprimé l'épreuve de culture générale en disant que les enfants des milieux modestes avaient une culture moins étendue que ceux des milieux favorisés. Mais d'où a-t-on vu ça ? Moi, quand j'étais passionné de l'Empire achéménide ou de la Syrie ancienne, j'avais 13 ans, j'étais dans une famille très modeste de province et ça me passionnait, je dévorais des livres. Pourquoi est-ce que les gens des milieux favorisés auraient forcément une culture plus poussée ? Ce n'est pas vrai, ça. Toujours est-il qu'on a supprimé la culture générale et puis peu à peu, on a instillé le contrôle continu. Vous savez, ce contrôle continu qui symbolise si bien notre époque, d'ailleurs. Tout est sous contrôle continu maintenant. On vient de supprimer le bac, d'ailleurs. Ah ben d'ailleurs, bien sûr, le bac va être en contrôle continu, comme tout le reste. Mais qu'est-ce que c'est ce contrôle continu ? Ça veut dire que votre dossier joue un rôle beaucoup plus important. Ça veut dire que l'établissement dans lequel vous étudiez joue un rôle très important. Moi, dans mon petit lycée public de Poitiers, je n'aurais eu aucune chance d'entrer à Sciences Po. Je suis entré à Sciences Po parce qu'il y a eu un concours et que j'ai réussi le concours. Et bien, ce concours, il n'existe plus aujourd'hui. Donc, je crois qu'aujourd'hui, un parcours au mérite est devenu beaucoup plus difficile. Et le paradoxe, c'est que ceux qui l'ont rendu impossible sont ceux-mêmes qui voulaient, à l'origine, lutter contre les inégalités. Alors, vous êtes, je vous parlais de l'amoureux de la littérature que vous êtes, mais vous êtes aussi un amoureux de la France, à l'évidence, et un amoureux de son histoire. Alors, quelles grandes pages de son histoire vous ont-elles le plus marqué ? Oh, vous savez, je suis un enfant du grand siècle, moi. Mon idole, c'était Louis XIV. J'ai d'ailleurs son portrait qui trône dans mon bureau. Louis XIV a été pour moi le grand personnage, celui dans lequel je me suis projeté. Tous les enfants ont besoin de se projeter dans une idole. Bon, ben moi, c'était le grand roi. Celui que les gens qui le connaissent moins bien appellent le roi soleil. Bon. Et ce Louis XIV, que je finissais par très bien connaître, à force d'écumer tous les mémoires de l'époque, tous les ouvrages qui pouvaient le concerner, m'a amené à découvrir ce siècle extraordinaire où tout était grand, mais pas grand au sens big, pas grand au sens énorme, au contraire, grand au sens important, fort, étoffé, tout respirait grand. Tout avait de l'amplitude, une amplitude intime qui n'a rien à voir avec la taille, mais tout avec la qualité. Et donc ce siècle de qualité, où la moindre masure campagnarde adoptait des proportions de palais, ce siècle de qualité où l'on parlait un français idéal, où la musique était quasiment construite comme une architecture, ce grand siècle m'a profondément marqué. Et je pense que c'est en quelque sorte l'apogée de notre culture française. Alors,
La radio a fait que, les années passant, jour après jour, pendant des centaines et pendant des milliers d'émissions, j'ai dû m'intéresser à toutes les époques, dans tous les continents. J'ai abordé des sujets, des personnages, tout ce qui peut exister. Et j'ai fini par découvrir que tout était passionnant. Parti du grand siècle, j'ai fini par rayonner sur à peu près tout, dans toutes les civilisations aussi, hein, sur tous les continents. Tout ça me passionne maintenant parce que j'ai découvert une chose, c'est que derrière l'évolution des décors, des cadres, des mentalités et bien entendu de la technologie, l'humain lui reste le même. L'être humain, évidemment vous mettez de côté encore une fois son univers mental, mais l'être humain avec ses réflexes, avec ses haines et ses amours, avec ses jalousies et ses élans de générosité, l'être humain reste toujours le même, qu'on soit au 5e siècle avant notre ère dans les fins fonds de la Phénicie ou qu'on soit aujourd'hui au 21e siècle à Paris, c'est le même être humain. Et l'histoire de ce point de vue n'est dès lors qu'un gigantesque réservoir d'expériences humaines. C'est cette expérience-là que l'on essaie d'aller chercher dans l'histoire. Vous savez, l'histoire, c'est une enquête, historia, hein, c'est l'enquête d'Hérodote. Historia, ça veut dire enquête en grec. Eh bien, mener l'enquête, c'est chercher à se rapprocher de l'éternel humain. Alors, vous me dites que l'homme ne change pas, mais manifestement, vous l'aimez quand il est dans une grande civilisation. Et notamment... Je l'aime toujours autant, même quand il est dans les pires décadences. L'être humain est toujours aussi aimable ou détestable selon les cas. Mais en tout cas, c'est vrai que les grands moments, les apogées, le siècle de Périclès, le règne d'Alexandre, enfin bien entendu le temps des cathédrales chez nous, la Renaissance carolingienne, la Renaissance tout court, et puis bien sûr le règne de Louis XIV. Bon, tout ça, ce sont des moments d'efflorescence de l'esprit humain. C'est un moment où convergent des talents vers quelque chose de beau, de grand, qui nous rend un peu plus éternel, même s'il y a sans doute une part là probablement, une part d'illusion dans cette éternité qu'on essaie de capter. Alors oui, non, mais vous me parlez de Louis XIV avec beaucoup d'éclat. Alors vous me pardonnerez cette petite indiscrétion, puisque je vous ai lu récemment dans une tribune d'un journal que vous chroniquez, dans lequel vous chroniquez toutes les semaines. Valeurs actuelles pour ne pas le nommer. Pour ne pas le nommer. Une petite indiscrétion, monarchiste, Franck Ferrand ? Oui, je pense que le régime monarchique, lorsqu'il est constitutionnel et parlementaire. Attention, je ne parle pas de la monarchie de droit divin du temps de Louis XIV. Ça, je pense que ça n'est pas un régime à conseiller à une société, bien sûr. Mais une monarchie à la danoise ou à la hollandaise ou à l'anglaise, même pourquoi pas, me paraît un régime souvent supérieur à la République. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a plus cette espèce de lutte du personnel politique pour la première place. Qu'est-ce qui empoisonne le débat politique en France, mais c'est la même chose aux États-Unis, etc., ou c'est de la même chose dans tous les pays présidentialistes. Qu'est-ce qui empoisonne le climat ? C'est la volonté de s'asseoir sur le trône de Saint-Louis. C'est la volonté d'être soi-même au sommet. Eh bien, dans une monarchie, la question ne se pose pas. Parce que celui qui est au sommet, que ce soit un génie ou un imbécile, peu importe, c'est celui qui est né et qui a désigné le sort, ou la providence, diront les croyants. En tout cas, il n'y a plus de lutte pour le trône. Le trône, il est occupé par une famille qui est là pour ça, dont c'est le métier du quasiment. Et d'ailleurs, ça présente le grand avantage d'être formé dès la naissance pour occuper ce type de fonction. Quant aux hommes politiques, eux ne s'occupent plus que de la politique elle-même, des mesures qu'il faut prendre, des campagnes politiques qu'il faut mener. Et ces gens-là se battent sur des angles et sur des motifs politiques. Ils sont élus démocratiquement pour mener des politiques sans s'occuper de la représentation qui est le fait du roi. Et de ce point de vue, je crois effectivement, d'ailleurs il suffit de regarder, vous savez, cette étude qui a été menée par The Economist sur les pays du monde, on a essayé de choisir des critères pour qualifier les démocraties, pour prendre du pays le plus démocratique du monde pour aller vers le pays le moins démocratique. Et bien sûr, les 10 pays les plus démocratiques du monde, il y en a 6 qui sont des monarchies. Ah oui. Et sur les 10 pays les moins démocratiques du monde, il y en a 9 qui sont des républiques. Ça devrait nous faire un peu réfléchir. Alors c'est vrai que la monarchie, c'est un peu une prime à la continuité historique, ce que peut-être prive l'élection en tant que telle, mais est-ce que l'élection ne permet pas à un moment donné aussi qu'on ait
à la tête Ah, d'un mais il faut pays. des élections. Oui, il faut des élections. Le meilleur, parce que quelque part, un Nicolas Sarkozy, un Emmanuel Macron, ils sont arrivés là parce que peut-être ils étaient les meilleurs de tous. Est-ce que vous n'avez pas aussi ce sentiment-là que l'élection permet cela? Si vous regardez les présidents de la République, j'enlève les trois premiers, hein, le général de Gaulle, le président Pompidou et le défunt président Giscard d'Estaing. Si vous, à partir de Mitterrand, vous les prenez tous, si vous considérez que ce sont les meilleurs, c'est que vous êtes vraiment d'une générosité folle. Hein. J'aurais pas osé en dire autant que vous, mais je n'en pense pas forcément moi. Alors certains vous accusent, à l'instar d'un Stéphane Bern, d'un Laurent Deutsch ou encore d'un Jean Sévillia, d'être un grand adepte du roman national. Que leur répondez-vous? Car c'est plutôt une critique qu'on vous fait. Je leur réponds que c'est faux, ça. C'est tout simplement faux. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le roman national, c'est cette espèce d'histoire écrite dans une finalité bien particulière, essentiellement au XIXe siècle, pour aller dans le sens d'une unité française. Il ne faut pas oublier que la France, elle se constituait de toutes sortes de régions, il y avait eu tous les soubresauts de la Révolution, etc. Et donc on essayait de constituer une paix civile et une unité nationale autour d'un grand récit collectif qu'on appelle donc, qu'on s'est mis à appeler, peu importe, le roman national. Mais si vous regardez ce que je fais, moi, dans toutes mes émissions, et depuis si longtemps, vous verrez bien que je fais très peu de place au roman national, puisqu'au contraire, je passe mon temps à torpiller le roman national. Par exemple, alors regardez ce cas tout à fait spectaculaire de Jeanne d'Arc. Je suis, je pense, dans les médias, parmi les historiens médiatiques, parmi les passeurs ou les conteurs d'histoire, je suis celui qui a le plus contesté la légende de Jeanne d'Arc en disant que Jeanne d'Arc avait été manipulée par Yolande d'Aragon, etc. C'est tout le contraire du roman national, ça. Et quand je dis que Napoléon n'est pas dans son tombeau aux Invalides, vous croyez que je souscris au roman national? Mais je fais tout le contraire. Simplement, j'ai constaté deux choses. J'ai constaté d'abord que pour avoir le droit de contester des vérités établies, il fallait que les vérités en question soient vraiment établies. C'est-à-dire que si les gens ne savent plus que Jeanne d'Arc a été appelée par des voix ou que Napoléon est enterré aux Invalides, évidemment, ce que vous pouvez bien raconter pour démolir la légende tombe à plat, puisqu'ils ne connaissent pas la légende de départ. Bon. Donc il faut quand même connaître les bases. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à une époque où l'on parle tellement de vivre ensemble, ce qui permet aux gens de se retrouver, de précisément vivre ensemble, d'avoir envie d'appartenir à quelque chose de commun, ce sont des souvenirs communs. Qu'est-ce qui fait qu'une famille tient ensemble? C'est le récit des histoires du grand-oncle, de la grand-mère. Enfin, on a une histoire familiale. Et plus l'histoire familiale est ancienne, plus l'histoire familiale est illustrée, comme on disait autrefois, et plus cette famille est forte. Eh bien, c'est la même chose pour une nation. Si vous ne pouvez plus vous rattacher à des images communes, chacun se replie sur sa communauté, voire sur sa petite famille, et l'on devient une société atomisée qui est vulnérable à toutes les violences. Oui, mais est-ce qu'il faut nécessairement aimer son passé pour être uni? Parce qu'on peut connaître son passé. Je ne dis pas qu'il faut forcément l'aimer, il faut le connaître, il faut le partager, il faut avoir des connivences ensemble. L'histoire du vase de Soissons, bon, on ne sait pas finalement si Clovis a véritablement, après tout c'est dans une chronique médiévale très postérieure, est-ce que vraiment Clovis est allé fracasser le crâne d'un guerrier qui avait voulu subtiliser, enfin qui l'avait empêché de restituer le vase de Soissons à son propriétaire? Peu importe à la limite. Mais tous les écoliers de France à une époque connaissaient cette histoire et donc ça crée une connivence, ça crée un lien. Quand vous accumulez toutes les images successives que l'on partage, eh bien, on a l'impression de venir du même endroit. À partir de, je dis bien l'impression, parce que la réalité est sans doute tout autre, mais peu importe. Ce qui compte, c'est l'image qu'on a soi-même, c'est l'envie qu'on a de continuer cette histoire, d'y être fidèle et d'essayer d'en être digne surtout. Voilà une notion qui a tendance à disparaître, la dignité. Moi, je crois qu'il faut, une grande partie des belles actions s'explique par le besoin ou l'envie d'être digne. Nos ancêtres les Gaulois, pour la jeunesse française d'origine immigrée, pour vous, c'est une phrase qui a du sens. Bien sûr. Alors d'abord, c'est une phrase qui a doublement du sens. Ça a du sens parce que une très grande partie de la population des Gaules
s'est maintenu et constitue le substrat de la population française, même si on nous bassine pour nous expliquer que la France est le produit de métissage, d'apports, etc. Bien sûr qu'il y a eu des apports, il y a eu des invasions, il y a eu des occupations, il y a eu des changements de culture et de civilisation, c'est incontestable. Bien sûr que la France s'est constamment enrichie d'apports venant de l'extérieur, c'est vrai. Et bien sûr qu'il y a eu, depuis le XIXe siècle, des immigrations successives qui sont de plus en plus massives d'ailleurs et qui font que la population peu à peu a changé. Mais si vous regardez l'histoire de France d'un point de vue démographique, vous verrez que depuis la nuit des temps jusque vers le milieu du XIXe siècle, c'est bien la même population qui est là pour 90 ou 92, peut-être 95%. Cette population est une population qu'on pourrait appeler gauloise. Nos ancêtres sont là, nos racines sont là, c'est incontestable. Et même si vous êtes d'origine immigrée, même si vous venez d'une autre culture, et même si vous avez tout à fait le droit et même le devoir de défendre votre culture d'origine, ça fait même partie de votre spécificité. Moi, j'aime que les gens entretiennent le souvenir de leur famille et de leur culture. Ça n'empêche pas d'adhérer à la culture supérieure, si je puis dire, qui est la culture nationale, qui nous permet de tous être ensemble. Et cette culture-là mérite effectivement qu'on la simplifie, qu'on l'explique, qu'on la transmette. La transmission est une fois encore une question essentielle. Et ça permet de dire sans doute nos ancêtres, les Gaulois. Nous avons tous, que nous les ayons de sang ou que nous les ayons d'esprit, des ancêtres gaulois dans ce pays. Alors Franck Ferrand, pour revenir à une de vos dernières actualités, la parution de cet ouvrage Jeanne et Jeanne, d'ailleurs, ouvrage dans lequel vous citez François-Xavier Bellamy, parce que vous parliez de transmission. Dans cet ouvrage, vous nous faites un conte politique croustillant dans lequel vous mettez en scène une sorte de nouvelle Jeanne d'Arc qui surgirait quelques mois après la pandémie de Covid-19. Et manifestement, vous semblez vouloir faire dire à votre héroïne ce que vous pensez. Alors, était-ce une façon de D'ailleurs, guérir... vous avez vu que je l'assume, ça. Oui, puisque à un moment, je me mets en scène moi-même. Exactement. Et je viens dire, le Franck Ferrand du livre vient dire à Jeanne, « Ah, vous dites tout haut ce que moi je pense à longueur de journée, Exactement. Mais que mon métier dans les médias ne me permet pas de dire. » Voilà, justement. Alors, était-ce une façon de guérir une frustration, finalement, de ne pas pouvoir vous exprimer comme vous voudriez le faire sur l'actualité? Oui, c'était un moyen de guérir cette frustration, je vous le confirme. Il m'arrivait très souvent d'être invité sur des plateaux de télé, notamment, et alors l'animateur ou l'animatrice demandait à mon voisin de droite ce qu'il pensait du dernier décret ministériel, demandait à ma voisine de gauche ce qu'elle pensait des violences qui avaient eu lieu la veille. Et moi, on se retournait, on disait « Et c'était comme ça du temps de Saint-Louis ?» Je vous avoue qu'à chaque fois, j'en étais, mais les bras m'en tombaient. Je me disais, mais vous savez, je vis quand même un peu au XXIe siècle. Je me passionne pour la vie politique depuis 40 ans. J'ai même moi-même fait Sciences Po. Je suis entouré d'amis ou de connaissances qui sont dans la politique. Je crois connaître un peu le sujet. Et je voulais que ça se sache d'une certaine manière. C'est la raison, c'est vrai, pour laquelle j'écris ce livre. Il me semblait que dans un moment où tout va si mal et où les choix que nous faisons collectivement deviennent des choix presque vitaux, il me semblait que j'avais peut-être une petite voix au chapitre et qu'en tout cas, il fallait que ça se sache. Et de ce point de vue-là, ce livre est une grande réussite puisque je crois que ça y est, mes chers confrères ont compris et ça fait maintenant plusieurs mois que lorsque j'arrive sur un plateau de télé, on me demande à moi aussi ce que je pense du décret ministériel ou de la crise de la veille. D'ailleurs, vous expliquez à la fin de cet ouvrage, alors on revient à Bellamy, vous faites un post-scriptum où vous écrivez que finalement cet ouvrage vous est venu en lisant une chronique de François-Xavier Bellamy sur le film de Terrence Malick, Une vie cachée, et notamment vous dites que dans la tentation, enfin vous le citez, dans la tentation de la paresse intellectuelle ou de la lâcheté politique, le héros nous rappelle que l'essentiel n'est pas de réussir, vous avez déjà réussi, ce qui est finalement facile, mais d'abord de ne pas mentir et de ne pas se mentir. Donc maintenant que vous avez réussi, je me rappelle quand j'ai lu ces mots de François-Xavier, ne pas mentir et ne pas se mentir, ça m'a fait un peu un choc parce que je me suis dit, après tout, est-ce que moi, lorsque, dans des moments où il faudrait essayer de dire les choses, où il faudrait essayer de les montrer, lorsque je m'abrite derrière ma réserve, lorsque je ne me mouille pas, disons les choses, est-ce que je suis quand même très courageux ? Ça m'a fait réfléchir et c'est vrai que ça a sans doute pesé dans la décision que j'ai prise d'écrire ce livre, c'est vrai.
Effectivement, dans ce livre, il ressort manifestement un certain nombre de vos convictions. Et par exemple, votre héroïne Jeanne Antide se donne pour mission de convaincre le président de la République française de sortir de l'Union européenne. Ouais. Vous avez bien compris que ce livre est une transposition. C'était d'ailleurs le côté un peu amusant pour moi de cette écriture. C'est-à-dire que j'ai pris la saga de Jeanne d'Arc au XVe siècle, je l'ai décomposée en plusieurs dizaines d'épisodes, faciles à identifier, et j'ai transposé un à un chaque épisode au XXIe siècle. Et donc il me fallait un petit dauphin de Bourges que Jeanne allait rencontrer à Chinon. Et en l'occurrence, c'est un président mal élu qui cherche sa légitimité. Il me fallait une ville à libérer, une Orléans. J'ai choisi Strasbourg. Il me fallait un Anglois à bouter hors de France. Et l'anglais en question, c'est effectivement la commission technocratique de Bruxelles. C'est l'anglais qu'il faut bouter hors de France, me semble-t-il. Oui. Voilà, donc en tout cas, l'exercice clairement est très réussi parce que c'est très sympa à lire. Alors justement, dites-nous-en un peu plus. Pour vous, le salut français se trouve dans la déconstruction de l'édifice européen. Je crois beaucoup à l'Europe, moi. Vous savez, quand j'étais ado à Sciences Po, j'étais membre du Cercle Europe et je me promenais avec carrément le petit sigle avec les étoiles, etc. Moi, je crois à l'Europe, j'aime l'Europe. Je passe mes week-ends dans toutes les capitales d'Europe, je parle un certain nombre de langues, j'aime les cultures, j'aime les littératures de l'Europe, j'aime les gastronomies européennes, je crois connaître assez bien pas mal de villes d'Europe. Bref, j'aime l'Europe. Simplement, j'aime l'Europe, pas la technocratie bruxelloise. Ce sont deux choses très différentes. Et c'est d'ailleurs parce que j'aime l'Europe que je pense qu'il faut sortir de cette espèce d'usine à gaz mortifère qu'on appelle l'Union européenne. Il faudrait, un très grand Européen comme Giscard lui-même le disait ça, il faudrait recréer une Europe à 6, à 8, à 10 peut-être, qui soit une véritable Europe de solidarité. Parce que nous avons besoin dans le monde actuel de nous serrer les coudes face à la Chine, bien sûr, et face à tous nos concurrents possibles. Nous avons besoin de peser, nous avons besoin de nous entendre, nous avons besoin de nous organiser pour être forts. Nous avons aussi besoin de nous entendre pour ne plus nous faire la guerre ou pour ne plus nous faire concurrence. Bref, tout ça est vrai. Donc je n'ai rien contre un projet européen, au contraire. Moi, je pense qu'il faut une Europe des nations, l'Europe du général de Gaulle, une Europe dont chaque pays conserve sa souveraineté parce que c'est le seul moyen de conserver au peuple un véritable pouvoir, une véritable voix au chapitre. Et dans le cadre de ces nations souveraines, il faut créer toutes les solidarités, tous les projets, tout ce qu'on n'est pas capable de faire en ce moment. Il faut une vraie politique industrielle européenne, mais pas à 27 avec des technocrates non élus qui vous imposent des règlements absurdes et qui empêchent tout de fonctionner et qui vous affaiblissent. Regardez ce qui vient de se passer avec ce traité inégal, si j'ose dire, avec la Chine. C'est-à-dire que si l'Europe n'est là que pour nous affaiblir, pour nous fustiger, pour nous empêcher d'être forts, solidaires et amis, alors il faut la supprimer. Il faut donc sortir de cette espèce d'Union européenne, liquider ce truc qui d'ailleurs entre nous soit dit est déjà moribond. Hein. Oui. Le départ des Anglais n'est qu'un début et je pense que ce n'est qu'un tout début. Il faut sortir de ce truc et immédiatement, en même temps, reconstituer une véritable Europe forte sur la base des nations souveraines. Alors c'est drôle parce que vous faites référence à Giscard d'Estaing, pourtant cette Europe-là, c'est quand même lui qui l'a construite. C'est lui qui l'a voulu. Le fédéralisme, c'est lui qui l'a porté d'une certaine manière. Et pourtant, pour avoir parlé un peu avec lui, c'est toujours très délicat de faire parler les morts, donc je fais très attention à ce que je vais dire. Mais en tout cas, j'ai reçu quelques jours avant sa mort un petit mot pour me féliciter de ce livre Jeanne, ce qui doit vouloir dire que, quelque part, il n'était pas intégralement, j'imagine, pas intégralement opposé aux idées que j'y défends. Alors justement, pour revenir sur votre livre, il y a aussi dans votre ouvrage quelques dialogues truculents qui opposent votre héroïne à un gilet jaune, une écolo... Alors pas qui opposent, qui confrontent. Oui, qui confrontent, voilà. Qui confrontent, ou encore même à un militant du RN. Et sont dénoncés tour à tour l'effondrement de l'école, plus tard la désertification des campagnes ou encore l'ensauvagement des banlieues. Quel est le mal principal, Franck Ferrand, dont souffre la France aujourd'hui ? D'abord, je pense qu'il faut faire une distinction entre les critiques formelles que m'a Jeanne Antide, qui arrive de Nouvelle-Calédonie, puisque ce sont pour moi, dans la transposition que j'en fais, les marches de Lorraine d'aujourd'hui, les critiques formelles que ma Jeanne Antide adresse aux différents interlocuteurs dont vous parlez.
Elle en veut à la militante écolo de ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Elle en veut aux militants nationalistes de ne pas être capables de voir à quel point il est un repoussoir et à quel point les idées qu'il défend deviennent des idées interdites, etc. etc. Ça, c'est l'aspect, ça j'ai un peu réglé des comptes, si je puis dire, avec des distorsions politico-sociales de notre époque. Et puis, les grands sujets que vous abordez. Parce que ma Jeanne Antide, va aborder un certain nombre des grands sujets du moment. Et elle va essayer, de son mieux, comme elle le peut, de faire prendre conscience à ses contemporains de leurs insuffisances ou de leurs erreurs. Et de ce point de vue, je pense qu'elle fait œuvre salutaire. Alors pour répondre à votre question, quel est aujourd'hui le problème dont souffre la France? Il y en a tellement. Mais si on devait résumer, je vous livrerai une métaphore météo, une métaphore climatique. Je vous dirais qu'en fait, tout est question de dépression et d'anticyclone. À force de ne pas croire en soi, à force de se poser les mauvaises questions, à force de ne plus avoir de projet, d'envie, de se replier d'une certaine manière, et regardez à quel point la crise sanitaire actuelle nous a repliés sur nous-mêmes, on finit par créer une dépression atmosphérique, si je puis dire, dans laquelle s'engouffrent les tornades, les tempêtes et les averses. Et les pays qui ont un anticyclone au-dessus d'eux, ce sont ceux qui sont fiers, qui sont forts, qui croient dans quelque chose, qui ont un projet à défendre. Et c'est vrai cela avec les religions, c'est vrai avec les minorités. Regardez ces minorités qui se battent pour la reconnaissance d'un tort, pour la défense d'une cause. Regardez l'envie qu'elles ont de réussir et elles viennent occuper l'espace laissé vacant par notre dépression collective, à nous qui ne savons plus qui nous sommes et ce que nous voulons. Je pense que le moyen de rétablir l'anticyclone, c'est de rétablir la grandeur, l'envie, la beauté, l'ambition aussi, disons-le, l'envie de puissance, ça fait partie de la vie, le bonheur de créer ensemble, le bonheur de transmettre et de développer partout où c'est possible des valeurs auxquelles nous croyons, porter la lumière. Il ne faut pas lutter contre les ombres, comme dit l'ange dans les dialogues avec l'ange. Il ne faut pas lutter contre les ombres. Il faut partout où c'est possible allumer des lumières. C'est ce qu'essaie de faire Jeanne. Et puisque vous me posez la question, c'est ce que j'aimerais, sinon faire, parce que je n'en ai pas les moyens, mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais tenter de défendre. Essayer d'une certaine manière de croire de nouveau en nous. C'est vrai, je suis d'accord avec Michel Onfray quand il dit que notre civilisation arrive à son terme, que probablement la civilisation occidentale n'a plus tellement de temps à vivre. Combien, on ne sait pas. Est-ce que ça va être 30 ans, est-ce que ça va être 300 ans, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on est vraiment sur la fin, c'est vrai, c'est une évidence. Cette civilisation, d'ailleurs, dans le monde postmoderne qui est le nôtre, va sans doute se fondre dans d'autres, probablement. Bon. Mais cette civilisation, elle n'est peut-être pas tout à fait morte. Si le feu d'artifice a déjà été tiré, le bouquet final, lui, reste à venir. Et il me semble que pour 1000 raisons qu'il serait peut-être un peu long de détailler ici, la France est mieux placée que d'autres pour être le pays d'où sera tiré le bouquet final. Alors, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un de très spirituel ou pas, mais vous n'avez pas évoqué, par exemple, aussi le recul de la religion, et notamment de la religion historique française, la religion chrétienne. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que ça nourrit ce vide évidemment, auquel on fait face? Dans la dépression dont je parle, il y a évidemment la désaffection des églises. Vous savez, quand les églises sont vides, et que les mosquées sont pleines, il y a forcément un moment où les polarités s'inversent. On ne peut pas faire de l'histoire en général, et plus spécialement de la politique, sans comprendre la notion de polarité et de dynamique. Tout est une question de force qui s'investit dans des points donnés, des polarités, et qui s'y investit avec une dynamique donnée. Si vous prenez l'échelle du temps, si vous intégrez la dimension du temps, que vous sentez la dynamique et que vous identifiez la polarité, vous êtes à même d'agir sur les événements. Sinon, vous n'êtes que la personne qui suit le bouchon
ballottées par les flots. Alors, puisque vous parlez d'anticyclone, nous pourrions, avec notre patrimoine, justement, en tout cas, revendiquer de nous-mêmes de nous trouver sous un immense anticyclone. Puis vous accompagnez depuis quelques années le Tour de France en décrivant les régions qu'il traverse, ses villes, ses monuments. Pour vous, le patrimoine participe-t-il justement de l'identité et de la fierté d'un pays? Mais comment? Ah mais ça, le Tour de France est une très belle image et je regrette d'ailleurs, c'est vous qui m'y faites penser, je regrette de ne pas l'avoir employé lorsque j'ai présenté ce livre dans un certain nombre de médias ou de rencontres. Le Tour de France est l'exemple même de ce que j'étais en train de dire. Oui, oui, vous avez raison. Quand, par exemple, ce Tour de France traverse un village, je peux vous assurer, vous verriez l'énergie que met le maire, que mettent ses administrés à m'envoyer toutes sortes de documents, de photos, et même on essaie de temps en temps de nous envoyer des pots de vin, vous savez, des cadeaux, etc. Les gens ne savent pas quoi faire pour qu'on parle de leur village, parce qu'ils savent que pendant très peu de temps, pendant quelques minutes, ce sont en France plusieurs millions de personnes, et dans le monde, au total, plusieurs milliards de personnes qui vont avoir les yeux rivés sur leur environnement immédiat. Ils sont d'une fierté extraordinaire. Cette fierté magnifique que je ressens, parfois même presque un peu chauvine, que je ressens lorsque les gens me parlent de leur petite église, de leur place de village ou de leur lavoir en voie de reconstruction, cette même fierté, on devrait l'éprouver pour ce qui est notre échelle commune, le berceau de notre expression démocratique, qu'est la France elle-même, qu'est le pays, qu'est la nation. C'est un mot qu'on n'emploie pas assez de ce point de vue, la nation. Et je pense qu'il faudrait effectivement rendre aux Français la fierté de leur histoire et de leur culture, ce qui ne veut pas dire écarter les zones d'ombre, ce qui ne veut pas dire obérer ce qui fâche. Bien sûr que nous avons été un pays colonisateur, mais n'oubliez pas que cette colonisation s'effectuait dans l'esprit de ceux qui la développaient, dans une idée d'émancipation. Bien sûr que nous avons participé à une traite négrière effroyable et que nous avons fait du commerce d'êtres humains. Vous savez qu'à l'heure où nous parlons, en ce moment même, de très nombreux, d'innombrables êtres humains sont victimes eux aussi de commerce et de traite en tout genre. Bon, il ne s'agit pas de tout relativiser, il s'agit simplement de dire que nous n'avons pas fait que de belles choses, mais nous en avons fait tellement de belles que ça mérite absolument de continuer. Il faut que nous soyons fiers de ce qui a été fait et que nous soyons impatients de ce que nous pourrions faire. Bon, vous parliez du Tour de France. La retransmission du Tour de France nous permet de mesurer à quel point les paysages français sont splendides. Et alors, vous savez, pourquoi cette course est l'événement sportif le plus regardé au monde, au monde devant les Jeux Olympiques. Devant les Jeux Olympiques. Pourquoi? Eh bien, parce que les paysages dans lesquels s'inscrit la course sont des paysages d'une variété, d'une richesse, d'une beauté, d'un équilibre hors du commun. C'est peut-être ça le secret de la France, l'équilibre et l'harmonie, vous savez. Un peu à la manière grecque, un peu comme cette mesure grecque, cette proportion absolue que les Grecs avaient réussi à établir. Eh bien, les héritiers de cette notion d'équilibre, de proportion et de mesure, les héritiers, ce sont les Français. C'est un héritage d'une extraordinaire richesse. C'est une chose très fragile, très précieuse, que nous devons, avec un amour religieux, entretenir et développer. Et transmettre, nous revenons à la transmission. Mais alors, au travers des lignes de votre ouvrage, justement, vous sentez parfois un brin agacé par la modernité. Est-ce que vous pensez, comme Alain Finkielkraut, que les quartiers pavillonnaires, les zones commerciales à l'entrée des villes, les éoliennes, maintenant on en parle beaucoup, transforment nos paysages ruraux, malheureusement, en sites industriels? Ah, pas en site, en friche industrielle. Carrément en friche industrielle, c'est un désastre sans nom. Une des choses qui me fait souffrir, c'est de voir ces espèces de lotissements qu'on construit à l'entrée ou à la sortie des villages. Vous savez, alors, c'est extraordinaire. Vous avez un très beau village, avec, alors, peu importe la région qu'on va prendre, peu importe, je voudrais stigmatiser personne, faire très attention à ne plus stigmatiser maintenant. Mais là, toute la France est là, presque toute, pas toute, presque toute la France est concernée. Vous avez de belles maisons qui sont dans un habitat bien traditionnel, etc., et puis qui sont abandonnées.
Donc vous voyez les volets fermés. Vous avez des rues entières dans certains de nos villages où il n'y a plus une maison habitée au quotidien. Et vous faites 300 mètres, et ça peut paraître fou, mais vous avez des maisons toutes neuves qui viennent d'être construites. Vous voyez même, on a installé les bornes électriques pour de nouvelles maisons, on continue de construire, etc. Donc les gens désertent les belles maisons ancrées dans le centre des villages où il y avait la vie, la force et la beauté, et vont s'installer dans la laideur dégueulasse de ces espèces de lotissements qui ne ressemblent à rien. Ça me tue, ça. Et alors pour peu qu'il y ait 3 éoliennes dans le paysage, pour vous flinguer complètement, non seulement l'esthétique d'ensemble, mais le bruit aussi. Vous savez, il y a des nuisances qui sont considérables. Eh ben là, j'allais dire, c'est le pompon. Et vous avez raison pour ce qui est des centres commerciaux et de ces espèces de grands trucs marchands qui rapportent énormément d'argent, c'est vrai, qui sont très pratiques pour les consommateurs, sans doute, mais qui défigurent profondément tous les abords de nos villes. Alors là, on ne parle plus des villages, on parle des villes. Vous ne pouvez plus aujourd'hui, à quelques exceptions près, là encore je ne les nommerai pas pour ne pas donner l'impression de faire du favoritisme, mais à quelques rares exceptions près, vous n'avez plus une ville de France où vous entrez tranquillement avec l'impatience de découvrir quelque chose de beau et de nouveau. Non, vous êtes obligé de vous farcir des enseignes, des parkings, des hangars dégoûtants. C'est terrible. Un pays qui n'a plus le respect de son esthétique, de son cadre de vie, est un pays qui n'a plus le respect de lui-même. Je pense que la première dignité, puisque c'est la notion à laquelle nous faisions tout à l'heure référence, la première des dignités, c'est une dignité d'environnement. Et pas d'environnement seulement naturel, d'environnement culturel, car l'environnement, ça n'est pas que la nature, c'est aussi bien sûr la culture. Oui, puis c'est quand même incroyable de se dire qu'ils vont même maintenant construire des éoliennes au bord de l'eau. J'ai vu qu'il y a un grand projet devant le Cap Fréhel. Même la mer, aujourd'hui, n'est plus à l'abri des éoliennes. Quand vous savez ce qui se cache là derrière, quand vous connaissez les intérêts monstrueux, le lobbying effarant, quand vous connaissez les financement de toute cette histoire d'éoliennes et que vous voyez la laideur de la chose, l'aberration d'installer en terre des pylônes gigantesques avec des socles devant la Sainte-Victoire, qui sont des milliers de mètres cubes de béton. Enfin, tout ça est monstrueux. Mais comment on arrête ça ? Comment on arrête ça ? L'argent, comment on l'arrête ? Oui, parce que... on l'arrête en se battant, on l'arrête en le disant aux gens, en expliquant, on l'arrête pourquoi pas en allant s'enchaîner sur les grilles de chantier. Là, il faut faire quelque chose en tout cas. Il faut se battre, il faut arrêter d'avoir les mains dans les poches et de dire « Ah ben oui, mais qu'est-ce que je peux faire moi dans mon coin ? Oh allez, regardons quelle est la nouvelle série Netflix et pensons à autre chose. » En 2021, difficile de ne pas parler de Covid-19, vous avez dénoncé récemment la République sanitaire de France. Alors vous, l'historien, pardon, je vous renvoie à ça. Je vous renvoie, c'est déjà très bien de vous renvoyer à votre qualité d'historien. Oui, je ne le prends pas mal, je vous rassure. Mais quelle est votre analyse de la résilience française à l'échelle de l'histoire face à cette épidémie ? C'est une épidémie qu'il faudrait relativiser, mais je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. J'ai essayé, j'ai fait plusieurs émissions pour parler des grandes pestes d'autrefois. J'ai raconté le choléra à Paris dans les années 1830, j'ai raconté la grippe espagnole, j'ai parlé de la peste de Marseille en 1720. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Les gens ne veulent pas entendre. Ils sont convaincus que ce truc est très grave et qu'on va tous mourir. Quand on leur explique qu'il y a moins d'un Français sur 1000 qui est mort, que l'épidémie touche essentiellement des gens très âgés et très malades. Ils ne veulent pas le savoir, ils ont peur. Il y a l'autre jour, vous savez, pour parler, je n'arrivais pas à m'exprimer dans le magasin, donc j'ai baissé un tout petit peu mon masque. C'est pas bien, hein, il paraît qu'il ne faut pas faire ça. Mais bon, je vous avoue que les règles et moi, ça a toujours fait un peu deux. Bon. Et il y a un monsieur qui était à 4 mètres de là qui me dit « Monsieur, votre masque !» Je me dis « Mais que lui arrive-t-il ?» Je dis « Mais attendez, monsieur, pardon, je le mets. » Non, non, il se met à hurler, etc. Oh, je lui dis « Mais vous avez bien peur de mourir. À mon avis, c'est bien de porter un masque, mais il faudrait peut-être voir aussi un psychologue, parce que, à mon avis, vous avez trop peur de mourir, monsieur. » Et il me dit « Mais ce n'est pas que j'ai peur de mourir, c'est que je suis avec ma petite fille. » Et il avait sa petite fille qui avait 8 ans, et qui, par définition, étant une petite fille, ne risquait rien, n'est-ce pas ? Et là, je me suis dit « Mais comment a-t-on lavé le cerveau des gens ? » Donc il faudrait relativiser, expliquer ce qu'est réellement cette pandémie, mais malheureusement, les gens ne veulent pas l'entendre. Et puis surtout, et alors ça c'est beaucoup plus grave, il faudrait savoir si pour
sauver ces vies. Et c'est toujours très noble de sauver des vies, et c'est toujours très triste de perdre des malades, ça c'est une évidence. Bon. Et je sais de quoi je parle, malheureusement j'y suis passé beaucoup. Mais est-ce que pour sauver ces vies, nous devons tuer ce qu'on a mis tant de siècles à construire? Est-ce qu'on doit ravager le théâtre? Est-ce qu'on doit liquider la gastronomie? Est-ce qu'on doit bousiller l'esprit civique et social des gens? Cette espèce de chaleur humaine qui pouvait exister. Ce qu'on aimait en France, c'était ces apéritifs qui n'en finissaient plus. Parfois, c'était un peu agaçant, je ne vous dis pas le contraire, mais enfin, voilà, c'est ce qu'on aimait dans nos vieux pays, et on est en train de tout liquider pour sauver des vies. Est-ce que ça vaut la peine? Je pose la question, vraiment. Je pose la question et je ne suis pas persuadé qu'on se la pose suffisamment. Et alors, on a fait une chose qui est terrible, et ça, c'est toute notre ère qui est vouée à l'expertise, n'est-ce pas? Nous vivons au milieu des Saint-Simoniens qui sont convaincus qu'un bon expert est toujours préférable à un mauvais administrateur. Non, pardon, un mauvais expert préférable à un bon administrateur. Et c'est-à-dire qu'on préfère demander sur la pandémie l'avis d'un collège de médecins, alors que par définition, les médecins ont une vision complètement distordue de la chose, puisque eux, ils voient la pandémie à la loupe, si je puis dire. Donc eux, ce qu'ils voient, c'est l'organisation des services hospitaliers, c'est les séquelles potentielles, etc. C'est la propagation du virus dans les populations. C'est normal, ce sont des médecins. Mais ces médecins, on finit par leur donner, sinon tout à fait le pouvoir, en tout cas un pouvoir de conseil tel que l'homme politique élu, dont c'est le rôle et le métier, qui lui doit prendre en compte tous les facteurs à la fois, qui doit étudier le pour et le contre, qui doit essayer, avec la meilleure volonté possible, de faire une analyse pondérée et de prendre une décision juste au profit de la collectivité, eh bien, cet élu n'a presque plus son mot à dire. C'est maintenant le collège de médecins qui décide. Ça m'a ravagé. Je vous avoue que cette idée du conseil scientifique qui nous dit ce qu'on doit faire, ça me révolte. Ça me donnerait des envies de révolution. C'est pour ça que j'avais soutenu et beaucoup soutenu Nicolas Bedos dans ses tweets qui lui ont valu tant de déboires au point qu'il a fini par décider de quitter les réseaux sociaux. Et je peux le comprendre, mais il a osé dire, peut-être avec des mots un peu provocateurs parfois, mais il est provocateur par essence, mais en tout cas, il a osé dire ce que la raison devrait nous dicter. Nous nous sommes laissés complètement embringués par les chaînes d'infos en continu. Les gouvernements ont suivi les chaînes d'infos à la fois par peur de poursuites judiciaires et par peur d'être incompris des populations. Et nous avons fini par nous enfermer tout seuls dans une grande prison dont on a perdu la clé. Il y a une docilité incroyable des Français. Vraisemblable, mais qu'est-ce que c'est que cette obéissance? J'ai entendu quelqu'un que je ne nommerai pas, mais qui est un chroniqueur assez célèbre sur l'antenne de Radio Classique, où j'ai l'honneur et la chance d'officier, et je l'entendais dire, oui, enfin bon, la liberté, c'est bien beau, le plus important, c'est la santé, parce que quand on est mort, la liberté n'existe plus. On a envie de lui dire, heureusement que les résistants n'ont pas réagi comme lui dans les années 40, parce que s'ils avaient privilégié leur santé à la liberté, je ne sais pas ce que serait devenu la nôtre de liberté. Les poilus de la guerre de 14 dans les tranchées, etc. On pourrait multiplier les exemples. Bon, valeurs actuelles, CNews, vous intervenez maintenant dans des médias qualifiés par une certaine intelligentsia d'extrême droite. Ça ne vous fait pas peur d'une part, et est-ce que la parole est encore libre en France ? Alors, d'extrême droite, je ne sais pas qui qualifie ces news et valeurs actuelles d'extrême droite, mais c'est probablement ce qu'on pourrait appeler, alors pour le coup, des médias d'extrême gauche. Je l'ai lu dans Le Monde, hein. Je l'ai lu dans Le Monde. Oh, Le Monde dit... D'Ariane Chemin, mais... Ah, ben Ariane Chemin, voilà. Bon, ben c'est bien ce que je dis. Donc, si vous prenez les gens, entre guillemets, raisonnables, ils diront que Valeurs Actuelles est un magazine conservateur, un peu dur, peut-être, dans sa ligne, mais on va dire de droite, pas d'extrême droite. Quant à ces news, il y a une petite tonalité sans doute un peu populiste. Bon. Oui. Alors, il y a un magazine conservateur et une chaîne populiste qui sont tous les deux de droite, c'est un fait. Vous aurez compris que je ne suis pas trop dépaysé dans ce cadre-là. Je pense, dans tout ce que j'ai essayé de faire toujours, avoir mis en avant la pondération, l'équilibre
une certaine justesse. Je reviens à mes parents, là. Jamais mes parents n'auraient accepté de dire ou de faire quelque chose parce que c'était quelque chose de partisan. Ils le faisaient parce que ça leur paraissait bon ou juste ou vrai. Eh bien moi, j'essaie de faire ou de dire ce qui me paraît bon ou juste ou vrai. Je me trompe peut-être. D'ailleurs, soyons honnêtes, il m'arrive de me tromper. Mais en tout cas, je le fais de toute bonne foi et je le fais sans esprit partisan. Alors, il se trouve qu'en ce moment, c'est effectivement sur CNews et chez Valeurs Actuelles. Je me permets de vous rappeler que j'écris aussi une grande carte blanche tous les mois dans Historia, qui n'est pas précisément un magazine de droite, qui serait même plutôt qualifié de magazine de gauche, peut-être. Vous avez succédé à Denis Tillinac, qui n'était pas quelqu'un d'extrême gauche. Que je succède à Denis Tillinac, que je suis en bonne compagnie avec des gens très modérés à Valeurs Actuelles. Je ne pense pas que François Dorcival, que Catherine Ney, que d'autres puissent être tentés par la moindre dérive. Quant à l'essentiel de mon activité, il se déroule sur une chaîne, dans une station de radio qui s'appelle Radio Classique et qui, je crois, n'est ni de droite ni de gauche. Bon, mais c'est vrai que mon arrivée simultanée en janvier, après la sortie du livre sur Jeanne, chez Valeurs Actuelles et à CNews, a fait un peu jaser dans l'intelligentsia de gauche, il faut dire les choses. Bon, ça me fait plutôt un peu sourire, soyons honnêtes. Alors, dernière question, Franck Ferrand. Dans l'année de Jeanne, votre héroïne sort la France de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Êtes-vous plein d'espoir, Franck Ferrand, malgré les lourdes difficultés actuelles que traverse notre pays? Je pense que notre pays possède des ressources insondables. C'est un pays d'une richesse, au sens noble et spirituel du mot, absolument incomparable. C'est aussi un pays d'une richesse matérielle forte. D'abord, c'est un pays béni des dieux. Si au lieu de construire des lotissements, on continuait d'entretenir ces bonnes terres, vous savez que ce sont les meilleures terres d'Europe. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire pousser en France. Regardez ces paysages, cette variété, regardez cette richesse de fromage et de gastronomie. Ce n'est pas un hasard, c'est que ça veut dire qu'il y a une profusion de tout. C'est un pays de cocagne, la France. Heureux comme Dieu en France, on disait autrefois, vous savez. Et par ailleurs, c'est un pays qui a le sens de l'épargne. Parce que ces traditions rurales, sans doute, font qu'on a un bas de laine. Et l'épargne française est une des plus, par habitant bien sûr, est une des plus importantes au monde avec l'épargne japonaise. Bon. Donc, et c'est très important ça, parce que s'il n'y avait pas cette épargne, on pourrait s'inquiéter encore plus de notre dette délirante. Heureusement, il y a l'épargne en face qui compense un peu, c'est très important. Les gens qui nous prêtent de l'argent le savent très bien, vous savez. Bon. Oui, je trouve qu'il en inquiète certains d'ailleurs. Et puis, il y a aussi dans ce pays, d'abord, un sens de l'universel et de l'humain. Une grande partie des choses qui sont nées en France ont été faites pour donner à l'humanité, en quelque sorte. Même quand on inventait le cinéma, l'aviation, etc., à la belle époque, c'était pour donner au monde. Vous savez, cette idée de mettre les brevets dans le domaine public, c'est très français, ça. Et c'est un pays qui est... alors évidemment qu'il y a des moutons, il y a même des troupeaux de moutons là, qui suivent bien toutes les règles que nous fixent les autorités sanitaires, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont une espèce d'originalité, d'indépendance, d'audace. C'est un pays d'audace, il suffit de se promener n'importe où. Moi qui voyage énormément, vous allez dans n'importe laquelle de nos provinces et vous verrez les initiatives, tous ces jeunes incroyables qui y croient, qui en veulent, si je puis dire, y compris des jeunes issus de l'immigration. D'ailleurs, quand je parle de la France, c'est pas que la France de terroir des petits blancs de nos petites villes de France. C'est d'une façon générale cette France qui est capable, par l'universalité de ses valeurs et par la saveur, par le suc de son esprit, qui est capable d'aller plus loin et plus fort. Alors le général de Gaulle le disait, nous sommes faits pour des défaites parfois achevées, mais aussi pour des succès accomplis. C'est un peu un pays de montagnes russes de ce point de vue-là. Nous sommes capables du pire, et nous en donnons en ce moment malheureusement des preuves répétées, mais nous sommes aussi capables du meilleur, et je n'arrive pas à désespérer de la France. Vous savez, c'était Roland Barthes, que le président Sarkozy appelait Barthès, vous savez. C'était Roland Barthes qui disait dans sa leçon inaugurale au Collège de France qu'il fallait en toute chose conserver la sapientia des anciens. Et il disait, cette sapientia, c'est un peu de savoir, et Dieu sait que la France en possède du savoir, si elle veut bien l'entretenir,
un peu de sagesse, et je pense que par essence, le peuple français est un peuple assez sage et qui ne tombe pas tête baissée dans les premiers panneaux venus, me semble-t-il, je l'espère, je veux continuer de le croire. Un peu de savoir, un peu de sagesse, et surtout, ce qui fait la France, le plus de saveur possible. Eh bien écoutez, Franck Ferrand, si le peuple français continue à écouter des intelligences comme vous, je suis sûr qu'il ira très loin. C'est Je gentil, vous remercie merci, beaucoup de cet entretien vivifiant. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous donne rendez-vous pour un prochain entretien dans quelques semaines.